Allez hop, les JO, c'est fini, la reprise de la NBA, c'est pas pour tout de suite, en ce moment c'est la pause, c'est donc le meilleur moment pour poursuivre mon top 100 NBA actuel. La semaine dernière, j'ai dévoilé les 15 premières places que vous pouvez découvrir ici. Si vous avez besoin de précision sur tel ou tel joueur, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière, vous aurez tous les détails du pourquoi du comment de mon classement. Mini parenthèse, dans la première vidéo, dans les commentaires, beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'afficher les stats, et je comprends. Pour être honnête, ça me demande énormément de boulot de faire ça pour 100 joueurs, et surtout ça me demande un temps que je n'ai pas en ce moment, je suis désolé pour ça. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte ces dernières années, quand j'ai fait mes top 100, que certaines stats influençaient beaucoup trop de choses à mes yeux. Voilà pourquoi, plutôt que d'afficher ces chiffres, je ne donnerai que ceux qui me semblent nécessaires pour faire avancer le débat. Les autres, je vous laisserai aller les chercher par vous-même. De toute façon, l'idée, pour le comprendre, mon top 100, et bien voir que ça va au-delà des stats, il faut comprendre les critères, et vous allez voir, c'est tout simple. Il s'agit de mon top 100 maintenant, au moment M, à l'instant T, en août 2024. Ici, le salaire, l'âge ou encore le potentiel ne seront absolument pas pris en compte. C'est indépendant de ça. Du coup, il s'agit pas de classer les joueurs en fonction de qui a fait la meilleure saison ou qui va faire la meilleure saison. Non, j'essaye de passer au-delà de ces limites, c'est beaucoup plus large. Voilà pourquoi ça va bien plus loin que les stats également. Ici, on parle de talent individuel, de science de jeu, de polyvalence. En fait, on parle clairement de la capacité à faire gagner son équipe tout de suite, maintenant. J'y tiens à ce maintenant. Bien sûr, il ne s'agit que de mon top, c'est personnel, et il y aura forcément des désaccords, c'est tout à fait normal pour un sujet aussi subjectif. Faites donc preuve d'un minimum de recul et d'ouverture quand vous verrez cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'avoir vos retours dans la section commentaires. Mais en attendant, j'ai 15 nouvelles places à vous présenter. Alors on y va, hein, let's go pour les spots 85 à 71 de mon top 100 NBA 2024. Allez, pour débuter aujourd'hui à la place 85, j'ai décidé de mettre Kentavious Caldwell-Pope, un premier nouvel entrant pour cet épisode. KCP, c'est un peu le joueur qu'on oublie parfois quand on parle de son équipe, mais qui pourtant reste essentiel à la réussite de sa team, et ses deux bagues avec Los Angeles puis avec Denver en sont la preuve la plus éclatante. Et d'abord parlons de sa défense, c'est hyper important chez lui. Il faut bien comprendre que défendre en NBA c'est un boulot souvent ingrat, surtout quand il s'agit de suivre les meilleurs shooters partout, en slalomant à travers une forêt de pics. Mais là où d'autres galèrent dans l'exercice, Caldwell-Pope fait ça avec une aisance déconcertante. Comme si c'était facile de rester collé à son adversaire en continu en naviguant à travers les écrans et d'arriver à contester les réceptions de balles et les tirs sans faire faute en plus de ça. Malgré son physique chétif au premier abord, KCP est une vraie teigne. Et le vrai plus qu'il apporte par rapport à d'autres joueurs dans son profil, c'est qu'offensivement, il trouve toujours moyen d'exister, en se rendant utile par les petites choses qu'il apporte sur la table. Il est un shooter fiable avec une adresse propre, et il est un joueur sur lequel il est tout à fait possible de compter dans les moments importants. Un team player comme KCP dans un jeu aussi fluide que celui de Denver, il est comme un poisson dans l'eau. C'est un vrai connecteur qui, aujourd'hui, a su se rendre indispensable pour les Nuggets. Comme quoi, même sans être une superstar et en scorant à peine 10 points par match, on peut trouver une place dans mon top 100. Et je dois l'avouer, quand il s'agit de gagner, je crois fort en Kentavious Caldwell-Pope. Et vous savez quoi, je me dis même que son arrivée récente à Orlando pourrait encore le faire exploser. Lui, comme sa nouvelle équipe d'ailleurs. Allez, maintenant parlons de DeAndre Ayton, que ça peut faire bizarre de voir classé en 84, puisqu'il se classe 20 places plus bas que l'année dernière. En même temps, après avoir passé 5 ans aux Suns, le Bahaméen, en arrivant à Portland, une équipe en reconstruction, il aurait dû tout péter. C'est en tout cas ce que j'attendais d'un joueur de mon top 65. Il avait l'opportunité de jouer un rôle central dans cette jeune équipe, mais durant une grande partie de la saison, il a semblé absent, limite désinvesti. Avec des moyennes de 13 points et 10 rebonds avant le All-Star Break, Ayton ne jouait pas du tout au level attendu. Mais depuis, heureusement, il a réussi à relever la tête. Sans ça, il ne serait même pas apparu, je pense, dans mon top. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et avec des moyennes de 23 points et 13 rebonds depuis février, Ayton est enfin devenu Dominaton. Néanmoins, ce revirement de situation est évidemment encourageant, mais il pose aussi question. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour voir le joueur évoluer à ce niveau? Est-il responsable de ses difficultés d'adaptation? Ou alors a-t-on été trop impatient? Les joueurs qui finissent la saison en trombe avant de repartir à zéro l'année d'après, on les connaît aussi. Ayton fait-il partie d'eux? Au final, le pivot a clairement le potentiel pour être un top 50 dans cette ligue. En revanche, son attitude plutôt étrange et son manque de régularité me laisse aujourd'hui trop de doutes pour l'imaginer plus haut qu'une place 84 cette année. On continue notre top 100 avec la place 83 et Devin Vassell qui nous fait une grimpée de 9 places par rapport à la saison passée. Avec l'arrivée de Wemby à San Antonio, l'arrière a pu connaître un petit peu de lumière et en profiter comme il se doit. Du coup, commençons par ce qui saute aux yeux, Vassell est un très bon scoreur. Avec une mécanique de tir impeccable, il est capable de mettre des points de n'importe où sur le terrain, que ce soit derrière l'arc, en mid-range ou en pénétration. Avec un pourcentage de 37% derrière la ligne, il apporte ce spacing indispensable pour les Spurs aux côtés de Victor. Même si à 23 ans, l'arrière n'a sûrement pas encore développé tout son potentiel,
potentiel, avec son jeu de tir et ses qualités en mouvement, il semble pouvoir être un partenaire très intéressant pour Wemby sur le long terme. Et même si parfois on aimerait qu'il lâche davantage la balle, ce que j'ai envie de retenir pour cette saison, c'est qu'en tournant à plus de 4 passes décisives par rencontre, il a encore augmenté ses chiffres, c'est meilleur en carrière dans le domaine. Et puis sur le plan défensif, j'ai également pas mal de positifs à soulever. Il possède des qualités athlétiques et une envergure qui lui permettent de gêner beaucoup d'attaquants adverses, en plus d'afficher une mobilité qui lui permet d'être efficace sur plusieurs postes. En vrai, j'ai trouvé son adaptation positive au fil de la saison avec Victor, des deux côtés du terrain. Voir que très vite il a su coexister sur le parquet avec le français, c'est encore un point positif à mes yeux. S'adapter, c'est aussi ça permettre à son équipe de gagner. Maintenant, Devin Vassell devra encore progresser dans son playmaking, et surtout dans sa prise de décision, c'est certain. Mais en attendant, une place 83 me semble plutôt méritée et plutôt cohérente pour l'arrière. Maintenant, let's go Bobby Portis en 82. Il y a 2 ans, l'ailier fort était bien présent dans mon top 100, mais l'an dernier, je l'en avais enlevé, et je me demande encore pourquoi. Ouais, il avait terminé juste aux portes, je m'en rappelle, j'avais hésité, et aujourd'hui, je me dis qu'il mérite amplement. Je l'avais sûrement sous-estimé. Pourquoi? Parce que cette saison encore, Portis a une fois de plus prouvé qu'il était bien plus qu'un simple joueur de rotation. Avec son apport de 14 points et 8 rebonds en sortie de banc, il est une bouffée d'oxygène à chaque fois qu'il rentre sur le terrain pour les Bucks. En fait, il est égal à lui-même, en étant juste l'un des tout meilleurs 6e hommes de la ligue. D'ailleurs, voilà 2 années de suite qu'il finit dans le top 3 dans l'élection du 6e homme de l'année. Puis Portis, c'est pas que ça, c'est pas que des trophées ou des courses aux trophées, c'est aussi un modèle de constance et de fiabilité. Capable d'alterner sur les 2 postes intérieurs, il s'adapte à toutes les situations. C'est un gars qui se donne à fond, match après match, qui performe des 2 côtés du terrain, qui fait le sale boulot, et qui en plus de ça, globalement, arrive à rester en bonne santé. Pour une équipe qui vise le titre, ce sont des qualités inestimables. Il était donc hors de question que je fasse une 2e année consécutive sans Portis dans mon top. Et une place 82 pour un joueur dans une équipe ambitieuse qui semble utiliser parfaitement dans son rôle, ça me paraît cohérent une nouvelle fois. Nous voilà à la place 81 maintenant où l'on retrouve Austin Reeves qui nous fait un bond de plus 19 places par rapport à l'année passée. Et oui, alors que l'an dernier je voulais le récompenser avec la place 100, j'avais peur que ce soit juste une sorte de feu de paille et qu'il disparaisse vite. Finalement, il a réussi à confirmer cette saison en faisant même mieux que l'an dernier sous le maillot des Lakers. En fait, Reeves sur le terrain, c'est l'archétype de l'arrière très intelligent qui peut à peu près tout faire en attaque. Capable de marquer depuis les 3 niveaux, d'aller chercher des lancers francs et de gérer un minimum le tempo tout en apportant un peu de playmaking et de rebond, il est le complément parfait des stars. Plus que ses stats de 16 points, 4 rebonds et 5 passes, c'est plutôt ça que j'ai envie de retenir. L'impact qu'il arrive à avoir chez ses Lakers, toujours ambitieux quoi qu'on en dise. Ses principaux soucis, c'est sa défense et son manque d'explosivité, mais peu importe, il l'a encore très bien montré cette saison, il arrive à compenser amplement avec son cerveau. Ses playoffs 2023 n'étaient donc pas qu'une illusion, et si bien sûr les projecteurs de Los Angeles et de LeBron James l'aident à être mis en lumière, Austin Reeves reste quand même un super joueur de basket. On se retrouve maintenant à la place 80 de mon top 100 NBA 2024 et c'est Mike Conley qui chope ce spot. Il perd une petite place par rapport à l'an dernier. En gros, il se maintient plus ou moins, et quand on voit qu'il a déjà 36 ans, c'est très fort. Regardez sa saison avec les Wolves, il est clairement encore capable de diriger une équipe avec un calme et une efficacité déconcertante. Qu'est-ce qu'il a été précieux dans le parcours jusqu'au final de conférence? Que ce soit en saison régulière ou en playoff, sa capacité à garder la tête froide dans les moments chauds a été un atout énorme pour Minnesota. 11 points et 6 passes de moyenne, c'est pas fou, c'est sûr, mais quand on fait ça avec la propreté et la science du jeu de Conley, c'est primordial pour une équipe. On parle quand même d'un joueur qui n'a jamais pris une faute technique en carrière et qui vient de boucler une saison à plus de 44% de réussite à 3 points. Si Anthony Edwards a tant explosé ces dernières saisons du côté de Minnesota, Mike Conley a au moins une petite part de responsabilité. Alors oui, difficile de viser plus haut quand même au vu de son âge et de ses qualités athlétiques qui déclinent, mais je veux retenir qu'une place 80, un top 80 à 36 ans, c'est toujours hyper lourd pour le meneur. On continue notre compte à rebours avec Tyler Herro à la place 79, qui connaît une baisse conséquente de 15 places par rapport à l'an dernier. Pour ceux qui ont suivi sa carrière à Miami, cette chute pourrait être une petite surprise, alors je vous dois quelques explications. D'abord le positif, et il faut rappeler que Herro reste un attaquant très efficace. Avec plus de 20 points par match, encore cette saison, il confirme année après année qu'il est un scoreur redoutable. Il est un joueur qui peut créer son propre tir, que ce soit en pull-up ou en sortant des écrans, ce qui fait de lui une menace offensive sûre et constante. Sa capacité à prendre des rebonds et à distribuer quelques passes montre aussi qu'il peut contribuer dans d'autres aspects du jeu. Mais voilà, il y a quand même un gros truc qui me chagrine avec Tyler Herro, son incapacité à rester en bonne santé sur le long terme. Depuis le début de sa carrière, il n'a jamais dépassé la barre des 60 matchs en une campagne, et la saison passée, encore une fois, il a seulement atteint un chiffre de 42. Et vous savez ce qui me dérange encore plus le concernant? C'est que j'ai l'impression qu'on surfe pas mal sur la vague de ses playoffs 2020, en tant que rookie. Sauf que ça commence à dater ça, et depuis en playoff, il a quand même plutôt tendance à galérer. Quand Miami est allé en finale il y a 2 ans, il n'était pas là par exemple, et
soyons honnêtes, il n'a pas vraiment manqué. Pourquoi? Parce que quand il a été là en 2022 et en 2024, des difficultés avec son shoot ne lui ont pas permis d'apporter beaucoup plus. En vrai, je trouve qu'il galère vraiment à passer ce petit cap qui pourrait faire de lui un joueur all-star, mais il faut le dire, ses absences et ses blessures à répétition ne l'aident pas du tout dans ce sens. Alors en attendant de voir si Tyler Herro arrive à régler ce genre de problème, j'ai du mal à l'imaginer plus haut cette année que le rang 79. Place numéro 78 maintenant, et on y retrouve R.J. Barrett qui nous fait une petite grimpette de 8 places par rapport à l'an dernier. D'abord, il faut parler du gros changement qu'a connu R.J. cette année, son transfert à Toronto. Pour moi, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Débarquer dans son pays natal, au sein d'une ville qui l'accueille à bras ouverts, avec une fanbase déjà conquise, c'est un cadre idéal pour un joueur comme lui. À New York, les attentes étaient gigantesques, et la pression médiatique n'était pas forcément propice à son épanouissement. Chaque match en demi-teinte faisait les gros titres, et ce climat, franchement, j'ai l'impression que ça l'a un petit peu freiné dans son développement. R.J. mentalement est de ceux qui préfèrent plutôt performer dans l'ombre, et j'aime bien que loin de New York, loin de la pression des fans et des médias, il puisse maintenant se concentrer sur son jeu. Parce que oui, depuis son arrivée dans le Canada, Barrett sur le terrain a montré qu'il pouvait être très solide en attaque, notamment dans sa façon d'attaquer le cercle. Il a cette force physique qui lui permet de finir dans la peinture, même face à des défenseurs plus costauds. Je trouve qu'à seulement 24 ans, il commence vraiment à trouver sa place dans cette ligue, et Toronto semble être l'environnement parfait pour qu'il passe un cap. Tous ces chiffres, et notamment ses pourcentages, ce qui est significatif, ont augmenté depuis son arrivée à Toronto. Aujourd'hui, il est un joueur à 22 points par match et 55% au tir. C'est très propre. Alors bien sûr, tout n'est pas encore parfait pour Barrett, qui a encore des progrès à faire dans l'implication et dans la régularité au tir, mais en attendant, il a quand même prouvé depuis son arrivée dans le Canada chez les Raptors qu'il était un joueur solide, et une place 78 ne me semble pas volée pour lui. Voilà une autre montée spectaculaire maintenant avec Malik Monk, qui gagne 19 places par rapport à l'année précédente et qui occupe cette saison une place 77 dans mon classement. Cette ascension de 19 places est loin d'être volée, et j'ai de bonnes raisons de placer un 6ème homme si haut dans mon top. Pour expliquer ce choix, il faut d'abord que je parle de l'impact immédiat de Malik Monk en sortie de banc à Sacramento. Il est clair que depuis 2 saisons, l'arrière a trouvé une parfaite alchimie avec les Kings. Deuxième dans la course pour le titre de 6ème homme de l'année, il a prouvé qu'il était un véritable dynamiteur offensif, capable de transformer le cours d'un match en à peine quelques minutes. Ses 15 points par match, associés à ses 5 passes décisives, montrent bien qu'il n'est pas seulement un scoreur pur, mais qu'il a su aussi progresser dans le playmaking, afin de créer pour ses coéquipiers, apportant une polyvalence précieuse pour un garde comme lui. Puis vraiment, ce qui me plaît particulièrement chez Monk, c'est son côté mèche courte. Il est le genre de joueur capable de s'enflammer en un clin d'œil, qu'il s'agisse de planter un 3 points depuis le corner ou de finir avec un dunk en contre-attaque, il sait mettre le feu sur le parquet, en un rien de temps. Ses pourcentages sont plutôt solides, et sa présence dans les moments clutch est indéniable. Si sa défense laisse parfois à désirer, il compense tout de même avec son envie, et de toute façon, dans son rôle, défendre, ce n'est pas ce qu'on lui demande de faire en priorité chez les Kings. Et pour sa capacité fréquente à faire basculer réellement le cours d'un match, j'ai décidé d'octroyer à Malik Monk cette belle 70e place dans mon top 100 NBA 2024. Place numéro 76 maintenant de mon top 100, et place à Anthony Simons qui monte de 2 rangs par rapport à la saison passée, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parlons du talent offensif de l'arrière des Blazers. Avec plus de 22 points et 5 passes décisives par match cette saison, il a montré qu'il était bien plus qu'un simple shooter à 3 points. Simons a développé un jeu offensif polyvalent, et aujourd'hui, il est un joueur capable de scorer à tous les niveaux. Maintenant, oui, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité à dégainer derrière l'arc, que ce soit en catch and shoot ou en pull-up. Un petit rappel, il est l'un des meilleurs shooters de la ligue sur les 4 dernières saisons, et en termes de chiffres, de précision et de volume, il n'est finalement pas si loin d'une superstar comme les Stephen Curry. Il fait partie de ce groupe de joueurs pour lesquels chaque tir à 3 points a l'air d'être une formalité. En fait, c'est la fin de l'ère Lillard-McCollum à Portland qui a permis à Simons de s'affirmer davantage. Depuis, il a pris les rênes offensives de l'équipe, avec une efficacité sur courant alternatif, certes, mais qui force le respect, malgré sa petite taille, son dynamisme et sa capacité à sortir de sa zone de confort pour provoquer des situations de pick and roll lui ont permis de briller, même si ses responsabilités en tant que playmaker peuvent être encore affinées. Et c'est ça le truc avec Simons, beaucoup de choses, beaucoup de talents sont présents, je n'ai aucun doute là-dessus, mais il y a aussi énormément d'aspects à polir dans son jeu. Sa prise de décision, sa régularité, sa sélection de tir, mais surtout sa défense. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, il est l'un des pires défenseurs de la ligue. Sa petite taille et son manque de physique posent problème face aux attaquants adverses, et en termes d'envie, je ne le trouve que très peu impliqué de ce côté-là du terrain. C'est sûrement l'une des raisons principales qui fait qu'il n'arrive pas à faire gagner sa team de façon régulière, ce qui, je le rappelle, est le critère numéro 1 dans mon top cette année. Pas grave, malgré tout ça, son talent individuel lui offre tout de même une très jolie place 76. On poursuit maintenant avec la place numéro 75, où l'on retrouve un nom bien connu, Klay Thompson. Alors là, c'est clair que voir Klay perdre 18 places par rapport à la saison dernière, ça peut paraître violent, mais je suis persuadé que la plupart d'entre vous comprend déjà pourquoi. D'abord, parlons du Klay qu'on connaît, parce que oui, quoi qu'on en dise, il reste un shooter redoutable. Même dans une saison qu'il préférerait probablement oublier, avec les Warriors, il a réussi à planter quasiment 39% de ses tirs à 3 points, avec un volume toujours aussi impressionnant, de 9 tentatives par match. J'ai été un petit peu provocateur cette saison, en disant qu'il n'était devenu qu'un shooter lambda,
mais j'étais dans l'abus, exprès, j'ai exagéré, c'était faux. Pour plus de 90% des joueurs NBA, ces chiffres derrière l'arc font rêver. Alors pourquoi cette baisse de 18 places? Eh bien parce que malgré ses bonnes perfs offensivement, Klay nous habituait à bien mieux. Il s'agit de sa pire saison au scoring depuis 10 ans, et son manque de constance dans les moments cruciaux m'inquiète de plus en plus. Son 0 pointé face aux Kings en play-in par exemple fait super tâche pour un joueur de ce calibre. Et si Klay Thompson perd son impact offensif, ça va être compliqué, parce qu'en défense également, ce n'est plus le même, loin de là. Même si sur certains flashs son intelligence de jeu sauve la face et montre des signes encourageants, il faut admettre que la plupart du temps c'est compliqué. Klay n'a plus la même explosivité et la même envie qu'avant ses blessures, et aujourd'hui il n'est plus qu'un défenseur moyen. Alors oui, ses qualités au tir et son expérience lui offrent tout de même une place 75, mais honnêtement, au vu de ce qu'on a vu de sa part l'année dernière, c'est difficile de viser plus haut pour Klay. Mentalement, il avait sûrement besoin d'un vrai coup de fouet, et ça devenait de plus en plus visible. Il arrivait à la fin d'une histoire avec Golden State. Voyons donc si cette saison, maintenant, il arrive à se relancer sous le maillot des Mavericks, et peut-être à grappiller quelques places pour mon top qui aura lieu l'an prochain. À la 74e place maintenant, on retrouve Alex Caruso. Et là, j'entends certains d'entre vous déjà brailler. Quoi, Caruso? Aussi haut? Qu'est-ce qu'il est surcoté ce joueur? Et pourtant oui, après l'avoir mis à la 100e place en 2022, puis l'avoir fait sortir de mon top l'an passé, aujourd'hui, une place 75 pour l'arrière me semble amplement méritée. Ouais, d'abord, il faut comprendre qu'Alex Caruso est un role-player d'exception. Un vrai couteau suisse capable de transformer un match par son activité incessante et son sens du jeu. On parle d'un gars qui ne va jamais remplir la feuille de stats de la même façon qu'une superstar, mais qui va peser à sa manière sur chaque possession, que ce soit par sa pression sur les lignes de passe, ses interceptions, ses chase down block ou encore ses finitions athlétiques près du cercle, Caruso est un maître dans l'art de faire des petites choses qui font gagner les matchs. Et vous l'avez compris, ça, cette faculté à faire gagner les matchs, ça a été un argument implacable quand j'ai cherché à élaborer mon top. Et Caruso, en plus de ça, son hustle est juste inégalé. Ce gars-là ne lâche jamais rien. Il est toujours là pour gratter un ballon, pour faire l'effort supplémentaire en défense et pour couvrir ses coéquipiers quand il le faut. Et parlons-en de sa défense sur l'homme, c'est l'une des meilleures de la ligue. Caruso a cette capacité rare à rester devant les meilleurs attaquants de la NBA, à les déranger constamment et à les forcer à prendre des mauvais tirs, c'est très fort. Mais ce n'est pas tout, Caruso a aussi un vrai feeling pour le jeu, des deux côtés du terrain, qui me fait de plus en plus kiffer. Il n'est pas juste un poulet sans tête, un mec qui court partout sans réfléchir, non, il affiche des lectures qui lui permettent d'être constamment au bon endroit, au bon moment. Que ce soit pour balancer une passe millimétrée ou pour planter un tir décisif dans le corner, il fait toujours les bons choix. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit souvent dans les highlights pour des actions décisives. Bref, Caruso n'est peut-être pas le style de gars autour duquel tu vas construire ta franchise, mais il est clairement le style de gars que toutes les team contenders rêvent d'avoir. Son arrivée cet été dans une équipe aussi compétitive que celle du Thunder me fait saliver d'avance, je vous préviens. Maintenant, pour la place 73 de mon top 100 NBA 2024, faisons un accueil chaleureux à Naz Reid des Timberwolves. L'an dernier, je l'avais vu venir un petit peu, et il avait fini juste aux portes de mon top. Mais cette année, plus de doute, je me devais de lui trouver une belle place. Et cette place, numéro 73, me paraît bien méritée pour Naz Reid, qui nous fait une entrée fracassante dans notre top. Naz Reid, c'est un peu l'histoire de l'underdog qui refuse de rester dans l'ombre. À une époque où les Timberwolves étaient déjà bien fournis en big men, avec Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns, beaucoup se demandaient pourquoi Minnesota tenait tant à conserver le pivot l'été dernier. Et l'intérieur a prouvé qu'il méritait ses dollars. Plutôt que de se laisser intimider par la concurrence, il a pris ce défi à bras le corps et a fait taire les sceptiques. Avec des moyennes de plus de 13 points et 5 rebonds par rencontre, et surtout une adresse à 3 points supérieure à 41%, Reid a montré qu'il était bien plus qu'un simple pivot de complément. Et ce que j'aime particulièrement chez lui, comme beaucoup, et comme le public de Minnesota notamment, c'est son côté guerrier. Il est toujours en activité, toujours en train de se battre pour les ballons, et il n'hésite jamais à se sacrifier pour l'équipe. Cette mentalité de soldat des deux côtés du terrain, combinée à une polyvalence impressionnante, lui a permis de remporter le titre de 6e homme de l'année il y a quelques mois. Franchement, ce n'est pas rien, surtout quand on sait qu'il devait partager les minutes avec Gobert et Kat. Son rôle jusqu'au final de conférence a été décisif pour les Wolves, et dans ce classement, ça compte fort. En vrai, il joue comme un vétéran, et on oublie vite qu'il n'a que 25 ans. Alors en attendant de voir ce que l'intérieur nous réserve pour le futur, je me dis que cette place 73 n'est pas volée. Elle est bien méritée au vu de sa capacité justement à faire les choses qui permettent à son équipe de gagner des matchs. Passons maintenant à la place 72 de mon top 100 avec Jerami Grant, moins 10 places par rapport à la saison passée. Jerami Grant, c'est un ailier polyvalent, capable de jouer au poste 4 dans la plupart des line-up, tout en apportant un spacing précieux grâce à son adresse extérieure. Il est aussi un scoreur one-on-one redoutable, un talent qu'il a su développer au fil des années, et qui lui permet de tourner à 21 points par match avec des pourcentages très propres, à 2 comme à 3 points. En plus de ça, défensivement, il est capable de tenir tête à tout un tas de profils de joueurs différents, ce qui en fait un joueur très utile des deux côtés du terrain. Son profil de shooter fiable, avec sa capacité à finir près du cercle et à
défendre sur plusieurs postes, devrait en théorie le placer parmi le genre de joueurs les plus recherchés dans la grande ligue. Mais voilà, tout n'est pas aussi rose que ses chiffres et ses stats pourraient le laisser penser. Une bonne raison encore une fois de ne pas vous les afficher. Ouais, je trouve de bonnes excuses, c'est vrai. Le problème principal pour Grant cette saison, c'est le contexte dans lequel il évolue. Les Blazers sont en ce moment dans une grosse phase de creux, avec un bilan collectif décevant et un manque de compétitivité évident. Quand on parle d'un joueur comme Jerami Grant, il est vraiment important de se demander quel impact il a sur les résultats de son équipe. Et ces dernières saisons, malgré de bonnes statistiques, il n'a pas su prouver qu'il était en mesure de s'imposer comme un élément majeur d'une équipe un minimum compétitive. Des perfs individuels solides donc, mais un manque de résultats collectifs. Et également, il faut se l'avouer, un bien trop grand nombre de matchs manqués sur blessure pour Grant. Comme quoi, le talent individuel et les chiffres ne font pas tout, et tant que Grant ne prouvera pas qu'il peut aussi briller individuellement dans une équipe qui gagne, j'aurai du mal à le voir plus haut que cette place numéro 72. Et maintenant on termine pour aujourd'hui avec Tobias Harris, avec une place 71 qui je pense va faire débat. Quand on voit les critiques qu'il a connues cette saison, comment imaginer qu'il ait pu gagner 12 rangs par rapport à la saison passée? Eh bien tout simplement parce que pour moi les critiques venaient plutôt de son salaire que de son jeu en lui-même. Certes, ces dernières saisons il était largement surpayé compte tenu de son apport, mais ici je l'ai dit, le salaire ne rentre aucunement en compte dans mon classement. Et il faut le dire, même s'il est très loin d'afficher le niveau d'une superstar, Tobias Harris sur un terrain de basket reste un joueur très utile. Pour commencer, et quoi qu'on en dise, il est un modèle de constance et de régularité. La saison dernière, en tournant à plus de 17 points, 6 rebonds et 3 passes avec des pourcentages plus que corrects, il a encore une fois prouvé qu'il pouvait être un joueur fiable malgré sa discrétion fréquente sur le terrain. Il n'en reste pas moins un ailier très efficace dans tout plein de domaines du basketball. En défense, il est plus rapide et plus physique que la majorité des joueurs à son poste, et sa robustesse lui permet de tenir tête à des adversaires plus costauds. Offensivement, sa capacité à s'écarter du cercle pour étirer les défenses tout en étant capable de mettre la balle au sol et de créer son propre tir est un atout précieux dans n'importe quel système. Il est à l'aise en tant que stretch fort, tout en ayant les compétences d'un ailier pur. Cette polyvalence lui donne toutes les caractéristiques nécessaires dans la NBA moderne, je trouve. Vu comme ça, dans une équipe qui chaque année atteint le deuxième tour des playoffs, on pourrait se dire qu'il mérite le top 50. Et pourtant non, pas du tout. Pourquoi? Parce que Tobias Harris n'est pas le genre de joueur qui va sublimer son jeu quand une star est absente. Il est un joueur qui se fond dans le collectif et qui reste constant soir après soir, mais qui est incapable d'être une option 1 ou 2 vraiment fiable, en tout cas dans une équipe ambitieuse. Certains pourraient voir ça comme une limitation, et ça l'est, mais moi je vois également ça comme une force en quelque sorte. Il sait ce qu'il fait bien, et il le fait efficacement, sans essayer d'en faire trop. C'est un profil de joueur rare, celui qui excelle dans son rôle, sans chercher à voler la vedette. Le point négatif, c'est qu'il ne sera jamais un tueur. Le point positif, c'est que s'il le faut, il n'aura aucun souci à se sacrifier pour le collectif et à laisser son ego au vestiaire. Donc oui, il était beaucoup trop payé pour un rôle comme celui-là, et ses playoffs sont assez catastrophiques. Cependant, il sort d'une campagne solide à Philly en option 3, plus que la précédente, et son arrivée récente à Détroit devrait pouvoir lui permettre de se mettre davantage en valeur individuellement cette saison. Un costume de connecteur dans une équipe jeune, sans pression immédiate, me paraît vraiment taillé pour lui. Vous en pensez quoi, vous? J'ai vraiment hâte de lire vos retours concernant les 15 places que j'ai dévoilées aujourd'hui dans la section commentaires.